l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette 4e convocation de la semaine de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Nul n'a le droit de condamner quoi que ce soit ou qui que ce soit sans un jugement conséquent. Merci de votre fidélité à ce programme et bienvenue à cette 4e convocation. La liberté d'expression inclut la liberté de s'exprimer, de publier, d'informer, de manifester, de débattre et qui est absolument fondamentale dans toute société protégeant les droits de l'homme. Sans liberté d'expression, point de liberté d'opinion. À quoi servent des opinions que l'on doit garder pour soi? Point de liberté de rechercher des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt en vue d'association. Point de liberté de proposer des choix politiques variés, de publier des informations, des résultats de recherche, des œuvres artistiques. Point de liberté de faire valoir ses droits face à l'oppression. En ce sens, on peut affirmer que la liberté d'expression est l'un des moyens et des piliers les plus fondamentaux de toute liberté dont un individu peut disposer. Vincent Bénard, c'est à méditer donc à cette journée du 26 septembre 2019. Bienvenue à cette 4e convocation de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Je suis le président Loukman Sanfo. Ce matin, un juge au siège, c'est pas Bernard Boukman, c'est Geoffroy Vara. Bonjour. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau pour donner votre lecture de la situation nationale et internationale à travers cette émission, le Tribunal de l'actualité. Merci également à toute l'équipe de réalisation de l'émission et vous surtout qui nous faites l'amitié de nous suivre du lundi au vendredi à partir de 8h et aussi la rediffusion les mêmes jours à partir de 22h. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse Philippe a ouvert ses portes hier mercredi 25 septembre 2019 à Ouagadougou. C'est un grand rendez-vous dans l'agenda des journalistes et des défenseurs de liberté. L'événement réunit cette année 150 participants venus de 30 pays qui devront plancher sur le thème des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie. Et la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Bala Alassane Sakandé, dont le choix au parrainage soulève des questions. Nous avons donc convoqué le comité d'organisation pour comprendre tout ce qui, en tout cas, concourt à la compréhension de l'édition 2019 de cette édition du Philippe. Nous avons sur notre plateau Boukari Ouba, membre du comité d'organisation. Bonjour. Bonjour président, bonjour Geoffroy Vara, bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau pour nous entretenir sur ce Philippe 2019 et on apprend que l'apothéose c'est le samedi 28 septembre qui sera le concert avec à l'affiche Didier Awadi, Ismo Vitalo, Maria Bissongo et Almami Kaji. Et nous avons ce matin choisi de nous entretenir aussi avec l'une de ces voix qui en tout cas est associée depuis des années à cette édition, à l'événement qu'est le Philippe. Didier Awadi est sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Merci de nous rejoindre
Merci. Mesdames, Messieurs, la première partie de l'émission, les avant-propos. Les avant-propos pour commencer cette émission, c'est la voix du juge Vaha que nous allons entendre. On dira donc l'avant-propos, j'en ai un seul. Mon avant-propos va concerner une visite, celle du ministre des Infrastructures, Éric Bougma. C'était le mercredi 25 septembre dernier. Cela concerne la RN 29, elle est longue de 79 km. Les travaux ont été lancés et la livraison devrait se faire le mois de novembre 2019. Et donc vous comprenez que c'est à quoi 1-2 mois de la livraison que le ministre fait donc cette visite. Et on se rend compte que le groupe ATP, pour ne pas le citer, qui avait donc la charge de l'exécution de cette route-là, a un taux d'exécution de 40%. Bon, 40%, on est à moins de 2 mois de la livraison, le ministre est présent sur les lieux, et tenez-vous bien, il y a quand même la Banque mondiale qui finance ce projet-là, et qui a déjà fait un avancement de 65,56, quelque chose comme ça, pour cent. Bon, vous prenez 66% en gros, vous exécutez à 40%, on est à 2 mois. Maintenant, comment est-ce que la visite se fait? Et il y a 4 étapes en gros, et le directeur technique de l'entreprise qui reconnaît que oui, les retards, c'est vraiment pas forcément de leur faute, mais ils comprennent qu'il y a aussi beaucoup d'eux dedans et tout. Et ça, c'est ce qui est rapporté. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est la réaction du ministre, qui dit qu'il y a des raisons objectives qui font que les délais ne sont pas respectés sans que les raisons soient vraiment données. Et deuxième élément, c'est qu'il y a une rallonge de 9 mois qu'on annonce là pour l'entreprise. Et moi, je me demande, qu'est-ce qu'on fait comme communication? Je crois qu'il y a des services techniques des ministères qui ont la charge du contrôle, de l'avancement de ces travaux-là. On ne va pas attendre à chaque fois qu'un ministre descende sur le terrain, alors que des populations se posent des questions sur l'avancement de travaux qui devaient être livrés dans des délais dont ils ont connaissance, pour savoir qu'il y aura rallonge, pour savoir que, bon, en fait, voilà pourquoi peut-être ça n'avance pas, et pour savoir que, bon, en fait, on est venu justifier qu'il faut attendre encore. Je ne comprends pas la communication qu'il y a derrière. On attend un ministre un peu plus ferme. Et en plus, il y a une partie de la voie qui est déjà ouverte à la circulation. Il a dit que ça ne devrait pas l'être, parce qu'il n'y a même pas de limitation de vitesse et tout. Mais après, on dit, oh, bon, écoutez, on rallonge de 9 mois, et eux qui disent, bon, au moins ça, ce délai-là, on pourra respecter. Habituellement, ce qui freine les travaux, c'est l'argent. C'est à ne pas comprendre. Et c'est pas la première fois sur la question de Yalgado et la voie qui passe devant. Je pense qu'on a reçu le ministre ici. Plusieurs fois, il a été interpellé là-dessus. Je dis, il y a une communication qui, pour moi, pose problème. Quand on vient dans ce type de chantier, il y a la fermeté quand on a des journalistes derrière qu'on veut communiquer. Ou bien c'est pour venir dire aux gens, bon en fait, on leur donne une rallonge, on n'a pas besoin que le ministre vienne sur le terrain pour ça. Et ça frustre davantage, c'est ce que je pense. Et puis on sait très bien que lorsqu'on évalue des travaux, on décide de ce que ça coûte, on donne des marchés. Quand vous traînez dans le temps, les prix sur le marché international, ce qui est fait, c'est des choses qui varient. Qui assume ces choses-là après. Il y a beaucoup de choses. Il y a une voie qui est déjà ouverte à la circulation alors que toute la voie n'est pas encore terminée. Donc peut-être qu'on aura des états de dégradation avant même qu'on ouvre vraiment la chose. Il y a beaucoup d'autres choses. Et en plus, on retrouve souvent dans ces marchés-là, quand on lisait même les réactions sur l'article concernant justement cette visite-là, il y en a qui rappellent que la même entreprise avait été attributaire des marchés. Je pense que c'est si ma mémoire me semble qu'il y a rue 56, pas longtemps après, ils voient l'état de dégradation de l'œuvre, de l'ouvrage, ils ne sont pas satisfaits. Donc je veux dire, il y a beaucoup de choses à dire, et quand le ministre doit faire ses sorties, pour moi, dans la communication, il faudrait qu'on sente cette fermeté-là, et qu'on sente qu'il n'y a pas un genre de copinage ou quoi que ce soit. Et ça, c'est ce que ça donne à voir et c'est pas intéressant. D'accord. Merci à vous, Geoffroy Vaha, pour ce regard sur cette actualité. À présent, on va s'intéresser à cette biennale de la liberté d'expression et de presse au Burkina Faso, sinon sur le continent.
Alors, c'est le FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse, qui se tient cette année du 25 au 28 septembre 2019 à Ouagadougou. Nous sommes avec un membre du comité d'organisation pour comprendre l'édition 2019 avec Boukwari Ouba et puis l'artiste très engagé. On va pas dire qu'on ne présente plus parce que c'est quand même on va plutôt dire qu'on ne présente pas parce que c'est une voix qui porte également la liberté d'expression à cœur. Didier Awadi est avec nous ce matin. Boukwari Ouba, on commence par comprendre la philosophie qui entoure le FILEP, parce qu'au Burkina Faso, il y a bien d'activités comme ça qui s'intéressent à la question de liberté d'expression et de presse. Il y a la journée internationale de la liberté de presse, et la journée nationale, il y a Ciné Droit Libre, entre autres. Quelle est la particularité du FILEP avec ces autres événements? Merci, Président. Quelle est la particularité du FILEP? C'est d'abord un festival international, comme son nom l'indique, et qui porte sur la liberté d'expression et sur la liberté de presse en particulier. Les autres événements que vous avez eu à citer sont des journées qui ont été consacrées au plan national ou au plan national pour, d'une certaine manière, travailler à élargir davantage les espaces de liberté en matière de presse. Vous prenez le 20 octobre, la journée nationale de la liberté de la presse, ou le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Généralement, c'est dans chaque pays, donc les acteurs des médias se retrouvent et donc discutent des problèmes qui les concernent. Peut avoir pour le 3 mai un thème international, mais au niveau national, chaque pays essaie d'adapter le thème au contexte qui est le sien. Et donc, habituellement, nous célébrons ces deux journées-là sans qu'il y ait de présence de confrères étrangers. Donc, vous trouvez que là, véritablement, c'est des affaires domestiques qu'on est amené à discuter. Et aussi certainement avec des expériences beaucoup plus nationales, mais avec le Festival international de la liberté d'expression et de presse, nous avons voulu élargir les frontières parce que la liberté de la presse et la liberté d'expression demandent justement qu'on puisse voir un peu plus grand, parce que la même liberté qu'on souhaite pour les journalistes burkinabés, on le souhaite pour nos confrères de la Côte d'Ivoire, pour nos confrères de la Gambie, pour nos confrères de RDC, de Sénégal et de partout où ils sont. C'est pourquoi nous avons créé ce festival-là depuis 2000, où il y a eu la première édition dans un contexte assez particulier. Vous vous souvenez très bien, en 2000, c'était quoi? C'était juste 2 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons qui a mené à créer ce festival-là et ici au Burkina, donc l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'est que ce festival aussi doit contribuer donc à ce qu'il puisse avoir un jour quand même la vérité et la justice sur ce crime-là, sur le drame de Sapi. Et donc à chaque édition, il y a un fait particulier qui concerne donc l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Vous le dites si bien, c'est un événement associé à la mort du journaliste Norbert Zongo, donc cela fait également 20 ans que ce festival existe. Mais est-ce qu'au bilan, quand vous faites le bilan du fait que ça s'appelle un festival, il y a quand même forcément une dose, un prisme, on va dire, commémoratif ou sinon divertissant qui peut être associé. Est-ce qu'au bilan, on peut dire que ce qui se discute à travers ce festival, le FILEP, est souvent pris tel que cela doit se faire? Je parle ici des recommandations ou des sujets qui sont discutés de part et d'autre. Tout à fait, parce que on revisite d'une certaine manière les thèmes passés, les discussions qu'il y a eu, et puis éventuellement les avancées qu'on a pu avoir à travers les discussions passées. En parlant de l'affaire Norbert Zongo particulièrement, vous savez qu'à l'édition passée, en 2017, nous avons fait une sortie sur le lieu de l'assassinat du journaliste, et nous avons à l'occasion fait un appel aux autorités burkinabées et aux autorités françaises par rapport donc aux demandes d'extradition qui étaient donc en instance. On ne dira pas que cet appel-là a permis que le dossier puisse évoluer. Comme vous le savez, le dossier a quand même évolué, mais on pense que cet appel a aussi contribué parce qu'il y a plusieurs facteurs. Quand vous avez affaire à de tels dossiers, vous avez besoin du concours de beaucoup de forces donc, pour permettre que le dossier évolue. Donc nous pensons que à partir du FILEP, nous arrivons à contribuer justement à l'avancement, par exemple, de ce dossier Norbert Zongo. Et cette année, nous avons prévu un point pour marquer un arrêt, faire le point sur le dossier Norbert Zongo et éventuellement faire d'autres appels pour permettre que le dossier puisse avancer. Par rapport aux questions qui sont discutées, il faut dire que c'est un cadre de formation.
Cette année, nous parlons de l'unité et de l'indépendance du continent africain. Il y a 2 ans, nous avons parlé de la question de la sécurité, la responsabilité des journalistes face aux défis sécuritaires. Et vous voyez que de 2007 à aujourd'hui, le défi il est encore énorme en matière de sécurité. Vous avez vu comment la situation sécuritaire et même au plan normatif, les textes qui encadrent d'une certaine manière l'exercice de la profession ont évolué entre-temps. Donc vous vous rendez compte qu'on avait vu tôt qu'il fallait justement qu'on s'intéresse à ce sujet-là et qu'on s'intéresse certainement à ce que les journalistes peuvent apporter. Avant ça, en 2015, c'était la question des journalistes et de la démocratie. Et pendant que nous étions en train de discuter justement de médias et démocratie, c'était en 2015, à peine on a ouvert le filet qu'il y a eu le pouce donc de septembre 2015. Donc vous comprenez qu'on est toujours dans l'actualité et peut-être qu'on anticipe aussi très souvent, c'est justement pour pouvoir armer davantage les journalistes à pouvoir faire face donc à toutes ces situations-là qui sont parfois les mêmes sur tout le continent, parfois aussi assez divergents selon les contextes, les particularités de chaque pays. Donc c'est véritablement un cadre de formation. Et nous le disons à l'occasion de la conférence de presse de lancement de ce FILEP-là. Pour nous, le FILEP est devenu, pour les journalistes, c'est que le FESPACO est aux cinéastes africains. Se retrouver tous les 2 ans, réfléchir sur les problèmes qui nous concernent, mais aussi aller au-delà, donc en pensant donc aux problèmes du continent tout simplement. D'accord, sauf que le FESPACO a souvent comparé des personnalités issues du monde du cinéma et de la culture. Vous avez choisi de faire parrainer cette édition du FILEP par, on va dire, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, un choix qui n'est pas partagé par bien de personnes qui ont quand même un autre regard, parce qu'ils estiment que son institution, surtout cette année, a travaillé à restreindre les libertés à travers le nouveau code pénal qui a été adopté récemment. Alors, quelle est l'idée qui sous-entend justement le parrainage, parce qu'on l'a remarqué, c'est pratiquement des présidents de l'Assemblée nationale qui parrainent l'activité depuis un bout de temps. Comme vous le dites, c'est pratiquement les présidents de l'Assemblée nationale qui parrainent le FILEP à chaque édition. Donc on aurait pu dire tout simplement, c'est seulement l'Assemblée nationale qui parraine le FILEP à chaque édition. Parce que, comme vous le dites, si c'est toujours les présidents de l'Assemblée nationale, ça veut dire que ce n'est pas à la tête du client. Aujourd'hui, si Bala Sakandé préside, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Alassane Bala Sakandé. Parce que hier, quelqu'un comme Chérif Si, en tant que président du CNT, a parrainé le FILEP. Avant Chérif Si, quelqu'un comme Apollinaire Ouattara, en tant que président de l'Assemblée nationale, a parrainé le FILEP. Et avant Sungalo Apollinaire Ouattara, quelqu'un comme Roch-Marc Christian Kaboré, en tant que président de l'Assemblée nationale, a parrainé le FILEP. Donc ça a toujours été ainsi. Le FILEP, la première édition a eu lieu en 2000, dans un contexte, je vous dis, très difficile, parce que la première édition, elle n'a pratiquement pas pu se tenir en tant que telle, puisque le colloque a été d'une certaine manière empêché. Des gens n'ont pas pu se retrouver, on les a empêchés. L'accès aux salles qui devaient abriter les conférences, l'accès même au centre de presse Norbert Zongo était impossible. La sortie qui était organisée sur le lieu de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo a été empêchée. Donc à l'entrée de la ville de Sapui, on a refusé au festival d'avoir accès au site. Donc c'était un contexte assez particulier. Et il y a eu une rupture dans l'organisation du FILEP. Donc de 2000, il a fallu attendre jusqu'en 2007 pour que le FILEP puisse reprendre. C'est d'ailleurs pourquoi c'est pratiquement 20 ans que le FILEP existe, mais nous ne sommes qu'à 8 éditions. Donc de 2000 jusqu'à 2007, donc, le festival n'a pas pu se tenir. Et en 2007, lorsque on relançait le FILEP, des gens ont dit non, il faut chercher à avoir le parrainage. Parce que justement, quand c'est né comme ça, on pense que c'est un événement subversif. Je pense que c'est peut-être stratégiquement, on a dit, demandons le parrainage, l'implication d'une institution qui est l'Assemblée nationale, qui, de notre point de vue, est quand même la représentation nationale. Souvent, on ne le dit pas assez, mais l'Assemblée nationale est censée être cette institution-là qui nous représente en tant que citoyens. C'est notre voix qui doit être là-bas. Ça devait être
une sorte de diversité aussi des opinions qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Donc on a pris l'Assemblée nationale comme étant l'institution qui parraine donc le FILEP. Et ça a été ainsi à partir de 2007. Et toutes les éditions qui ont suivi ont été parrainées par l'Assemblée nationale. Donc si on dit Assemblée nationale, on entend forcément le président de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que Roch Marc Christian Kaboré a parrainé l'édition jusqu'à la fin de ses mandats. Ensuite, ceux qui l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui, Alassane Bala Sakandé. Donc pour nous, l'édition de 2019, ce n'est pas un choix porté sur la personne de Alassane Bala Sakandé, c'est un choix porté sur le président de l'Assemblée nationale. D'accord. Pour ne pas monopoliser la parole de Geoffroy Vara, vous êtes... Je vois que le thème cette année-là, c'est des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie. Maintenant, lors de la déclaration, vous dites que ce thème n'est pas le choix, je vais dire les termes de façon très claire, ce thème n'est pas seulement le choix du Burkina Faso, encore moins la sorte de presse Norbert Zongo. Pourquoi la précision? Pourquoi la précision? Parce que je crois que c'est une première. Étant donné que c'est vrai, c'est un festival international, mais l'organisation est beaucoup plus portée par donc les structures nationales, notamment à travers le centre de presse Norbert Zongo. Et c'est généralement à partir du centre de presse, à partir des organisations professionnelles des médias au Burkina qu'on discute qu'est-ce qui mérite d'être aujourd'hui le thème donc de l'édition. C'est ainsi, comme je vous ai cité les thèmes des éditions passées, ça a toujours été choisi par le centre de presse Norbert Zongo. Mais cette année, ça a été une initiative de dire non, nous n'allons pas choisir le thème à partir du Burkina. Comme il y a des participants qui viennent de tous les pays d'Afrique et qui sont devenus même, comment je vais dire, des fidèles, parce qu'ils sont là à toutes les éditions et véritablement il faut leur tirer le chapeau, parce que beaucoup de gens disent non, j'ai pas besoin de votre billet d'avion ou bien j'ai pas besoin que vous m'hébergez. C'est parce que c'est le FILEP, je vais venir. Donc ils ont toujours leur part de contribution. On a dit non, lançons un appel à proposition de thème. Donc c'est comme ça l'idée est partie et on a envoyé le mail à tous ceux qui sont d'une certaine manière dans ce mailing-là, et des gens ont fait des propos. On a reçu tellement de propositions et on a essayé de voir la convergence. Et c'est ça qui a donné ce thème-là, donc des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie. Donc je pense que la précision était importante, étant donné que c'était une première, et aussi il faut signaler que ce n'est pas un thème choisi par le Burkina, c'est un thème choisi par tous les journalistes africains et surtout ceux qui sont là cette année. D'accord. Autre question, on va faire un peu d'accord pour vous, parce que dans tous les cas, c'était rendez-vous de en gros 96 heures. On a parlé des artistes qui vont venir, c'est des panels. Quand c'est comme ça, on attend aussi en termes de grand rendez-vous des personnes qui importent et qui marquent dans le milieu. Quels sont ceux qui sont là et comment est-ce que ça va être? Qui sont ceux qui sont là? Je parle de panélistes et autres. Comme panélistes, hier, il y a eu déjà... c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir... Basile Guissou, qui était attendu donc pour la leçon inaugurale. Pour des raisons de santé, il n'a pas été là, mais c'est sa communication qui a été présentée donc à cette communication inaugurale, avec la modération qui a été assurée par Monique Ilboudo. Après, il y a eu donc le panel qui a suivi avec le professeur Matata, donc qui est un des grands habitués donc de ce FILEP. À côté de Matata, vous avez des grandes personnalités comme Amé Cissé, donc qui nous vient du Mali. Ce sont des grands invités du FILEP et c'est ceux-là qui sont devenus aujourd'hui les doyens de ce FILEP-là. Malheureusement, on en perd certains et hier c'était une occasion pour nous de rendre hommage à quelqu'un comme Maurice Chabi, donc un journaliste béninois qui a toujours été présent au FILEP, qui était là à la dernière édition en 2017, qui malheureusement nous a quittés entre-temps, donc nous avons jugé nécessaire de lui rendre hommage à cette édition du FILEP. Donc c'est véritablement des journalistes, des éditeurs, donc de presse, Madiamba Bal du Sénégal, donc ils sont tous là et qui participent donc à ces panels-là. Et puis le président disait aussi en intro, il y a des prix. Il y a des prix parce que le FILEP c'est beaucoup d'activités à la fois. On parle très souvent surtout du colloque, qui est le lieu où est débattu et discuté le thème. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres activités comme la remise du prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation, qui est un prix international donc qui récompense les journalistes d'investigation. Et ce prix-là va être remis cette année donc le vendredi
Donc ça va être au CIAO dans le pavillon de la créativité. Je ne sais pas s'il a été effectivement rebaptisé pavillon Thomas Sankara. Je sais que les politiques l'avaient annoncé. Il y aura également la remise du prix international photo et caricature. C'est un prix qui existe depuis quelques années, mais qui était resté un prix aussi national. C'était uniquement les photographes de presse burkinabé, les dessinateurs et caricaturistes burkinabés seulement qui participaient à ce concours. Mais depuis l'édition de 2017, sur recommandation donc du jury, nous avons décidé d'internationaliser ce prix-là aussi, et nous avons reçu beaucoup d'œuvres donc qui sont venues des pays africains. Donc tous ces prix-là vont être donc remis donc à l'occasion de. D'accord. Merci à vous, Boukari Ouba, de nous faire le point sur l'organisation de l'édition 2019. On va vous mettre à côté et puis maintenant passer la parole à Didier Awadi, parce que lui également, son nom est associé à ce festival depuis bien d'années. Alors, ce n'est pas seulement qu'un artiste, c'est un leader d'opinion, une tête bien pensante de la musique africaine. Beaucoup viennent comprendre le sens de votre présence fréquente, on va dire comme ça, et permanente à ce festival. Est-ce parce que la musique que vous faites a du mal à vous donner, on va dire, des festivals de manière ordinaire, au point que ce soit véritablement ce que concerne le Burkina Faso, l'un des rares rendez-vous où on peut vous voir sur le pays, le Burkina? L'un des rares rendez-vous, je ne dirais pas ça comme ça. Je viens souvent pour beaucoup de choses. Je viens pour le festival d'Alif, je viens pour Ciné Droit Libre, je viens pour le Philep et pour d'autres activités. Mais pour moi, le Philep, c'est très important. Comme vous le savez, la parole pour moi est mon job. C'est elle qui m'a tout donné. La parole libre m'a tout donné. Donc la parole libre doit être défendue partout où cela peut se faire. Le Burkina a su le faire dans les moments difficiles, dans les moments où il y avait des privations, dans les moments où il y avait des privations même de la vie humaine, à l'instar de Norbert Zongo. Donc, et le Burkina s'est mis debout, à montrer un exemple. J'ai la chance de connaître donc les promoteurs de ce festival. Il est de mon devoir, partout où la liberté d'expression sera défendue, d'être aux côtés de ceux qui combattent pour cette liberté d'expression. Donc, connaissant la sincérité aussi des gens de ce comité, connaissant quelques journalistes qui sont assez importants sur le continent, et je sais qu'ils sont très souvent à ce rendez-vous, ça m'intéresse sincèrement de voir ce qui se fait, quelles sont les avancées, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la liberté ne soit pas juste une phrase qu'on scande, mais quelque chose de réel, et comment le défendre tous les jours, parce que dans beaucoup de pays, des journalistes sont emprisonnés jusqu'à aujourd'hui, des pays qui ont de grandes habitudes de démocratie, la démocratie est agressée, la liberté d'expression est agressée, donc il faut toujours se mettre debout, et voilà pourquoi on est là. Alors, si on écoute bien votre répertoire, on comprend que vous avez des valeurs, des principes que vous défendez. Dans une des chansons même, vous avez dit si le président t'oublie, oublie le président. Alors aujourd'hui, on a un président de l'Assemblée nationale dont le nom a été associé à l'édition, et ça fait un peu polémique. Vous, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Non, je n'ai aucun avis là-dessus, parce que je pense que ça c'est une question interne. Ici, je pense que, comme il l'a expliqué, c'est une tradition d'avoir une institution qui valide le Philep. Pourquoi pas? Je pense qu'il ne faut pas en faire un problème politique ou partisan. C'est une validation d'une institution, et je pense que c'est bien, parce que très souvent pour nous autres, quand on parle de liberté d'expression, on veut nous associer à des rebelles, des révolutionnaires, des gens en marge. Non, on n'est pas en marge. Au contraire, c'est mettre un coup de pression à l'Assemblée nationale en disant vous devez valider la liberté et la consacrer, cette liberté d'expression. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Moi, je lis à la thématique aussi, c'est Afrique libre et unie, c'est souvent des thématiques que vous abordez. Aujourd'hui, c'est quoi votre regard sur l'expression de cette liberté-là? Par exemple, pour le pays que vous connaissez bien, le Sénégal, vous dites que vous tournez, et quand vous regardez aujourd'hui, c'est quel regard vous avez sur le Sénégal? Sur cette Afrique libre de façon générale. Pour l'Afrique libre,
Écoute, l'Afrique libre, je veux dire, on ne peut même pas s'arrêter au Sénégal. Quand moi j'entends Afrique libre, je vois des armées qui sont dans nos pays, coloniales, je veux dire. Je vois une monnaie coloniale, le franc CFA. Je vois le diktat des institutions telles que la FMI et la Banque mondiale sur nos pays. Et je vois que quand un pays essaie de sortir de ces diktats, on entend des tentatives de coup d'État. Je parle du Ghana à côté. Voilà. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Non. Nous sommes à la conquête de cette liberté. Et pour qu'elle soit entière, cette conquête, on a besoin de tout le monde. Et surtout ceux qui mettent la lumière sur le combat, c'est-à-dire la presse. Donc ça tient tout son sens. Aujourd'hui, tu parles du Sénégal, bon, on est comme tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on est tous dans le même bateau et on est tous dans des eaux assez troubles, somme toute. Et cette liberté, parce que c'est ça le fond, liberté de la presse et d'expression. Moi je parle de Awadi, je sais que c'est sénégalais, je vais avoir son regard parce que je vais venir après vers mon confrère pour qu'on débatte aussi de la situation du Burkina. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui le journaliste sénégalais, au fil du temps, c'est quelqu'un qui est de plus en plus libre et cette expression est libérée de plus en plus? Chez nous, il y a, comment on va dire, c'est vrai que la parole libre est consacrée, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on a vu aussi, pas longtemps, un journaliste consultant, on va appeler ça comme ça, qui a été mis en prison pour offense au chef de l'État. Et ça met tout le monde mal à l'aise. Parce qu'il y a eu vraiment des propos qui ont offensé. Donc, nous autres, on bat pour la liberté d'expression, mais est-ce qu'on doit défendre les offenses au chef de l'État? Critiquer vertement le chef de l'État, oui. Offense, quand ça devient personnel et quand ça touche du domaine du privé. Personnellement, moi, je suis pour m'attaquer aux principes, mais pas aux hommes. Tu attaques un homme, tu attaques sa famille. C'est pas ça le débat. Il faut attaquer l'idée, il faut attaquer le principe, il faut attaquer... voilà. Il y a des choses, tu vois, ça nous a mis un peu mal à l'aise. Certains d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Ok, il a offensé, ça c'est clair. On a vu le texte. C'est par rapport au texte qu'il a publié. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est vrai que c'est un journaliste, mais est-ce qu'un journaliste aussi doit tout se permettre? Tu vois? On était... juste avant ça, il y avait un activiste qu'ils avaient mis en prison. Soi-disant pour des propos qu'il n'avait même pas tenus. Donc là, nous tous, on s'est mis au devant du combat pour sa libération. Mais quand il s'est agi de ce journaliste, beaucoup de journalistes ont été... Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc c'est les limites de... Là-dessus, il y a un écrivain qui a dit « Je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Est-ce que vous êtes dans cette posture en défendant, par exemple, le cas que vous venez de citer? Pour dire, il a eu droit à... Il a eu envie de s'exprimer, quel que soit le contenu. Je ne l'ai pas défendu. Vous ne l'avez pas défendu? Non. Et pourquoi? Parce que je considère qu'on n'a pas besoin d'insulter pour défendre une idée. Pour vous, il y a des limites à l'expression de la liberté? Moi, je m'octroie des libertés, mais je m'octroie des limites idéologiques, des limites somme toute naturelles. Il y a des choses que je ne me permets pas, parce que je ne permettrai pas qu'on me le fasse. Donc voilà, ça c'est moi. Maintenant, tout le monde doit s'exprimer, c'est clair, c'est pas négociable. Mais on peut dire la chose la plus dure en portant les gants qu'il faut. C'est pas j'aime pas ce qui est vulgaire. Est-ce que vous n'abandonnez pas ceux pour qui vous êtes censé porter votre combat? Parce que dans l'esprit militaire, par exemple, on peut ne pas... Combat, il n'y a pas de vulgarité. J'explique. Un militaire, par exemple, quand on l'envoie en guerre, il peut ne pas partager la cause pour laquelle on l'envoie sur le front. C'est pour ça que mais il ira quand même, chef. Mais il ira quand même je n'aime pas l'idée qu'on puisse commander mon esprit. Je suis un libre penseur, libre diseur. Je ne m'embrigade pas dans une pensée unique. Je ne peux pas faire l'armée. J'aime la tenue. J'aimais beaucoup Sankara parce qu'il portait super bien la tenue.
Mais ce qui m'a plu chez Sankara, c'est sa liberté d'expression. C'est le défenseur de la liberté d'expression. Il te parle c'est un amoureux de la liberté d'expression, Sankara. Mais c'est pas pour sa tenue. Et pourquoi il a fait de la prison? Parce que c'est un libre penseur. Voilà, c'est ça. Et non, la pensée unique, c'est comme ça que tout le monde fait, c'est comme ça que tout le monde a pensé. Je préfère être seul dans mon analyse plutôt que dire que, bon, écoute, oui, il faut condamner par principe. Non. Je condamne ce que j'ai envie, ce que non. Bon, moi j'ai envie de revenir vers Woba parce que quand on écoute Awadi, il met le doigt sur des critiques vertes aussi qu'on nous fait très souvent. On se dit, le journaliste, il se croit tout permis. Le journaliste, il pense que parce qu'il est journaliste, il doit tout dire, il peut se permettre de tout dire comme il veut. Ça fait que quelquefois, même dans notre profession, par rapport à certains cas, on est mal à l'aise. Est-ce que le cas burkinabé aussi, c'est des choses qu'on constate parce que le débat, il est aujourd'hui sur la scène publique et il intègre la question des réseaux sociaux, ça devient un peu plus complexe. Est-ce que c'est des choses aussi qu'on vit? Bien sûr, je crois que le cas qu'il décrit pour le Sénégal, j'ai pas une bonne connaissance du dossier, sauf qu'il l'évoque maintenant. C'est le cas, même si ça se produit au Burkina, on sera dans la même posture. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas défendre quelqu'un pour le défendre. Il faut bien avoir des arguments objectifs qui vous permettent de le défendre. On peut solidariser avec quelqu'un, ce n'est pas le défendre forcément. Moi, je vous connais, vous êtes un journaliste, vous êtes professionnel, vous pouvez un jour vous tromper, mais il faut d'abord que je reconnaisse que vous vous trompez, mais c'est pas que je vais vous pousser, mais je peux solidariser avec vous. Le cas qu'il décrit, tel que je l'ai compris, c'est une injure. Et vous savez, l'injure, elle est bannie dans la presse. Mais c'est écrit noir et blanc dans le code de l'information que l'injure ne fait pas partie donc du travail des journalistes. Donc vous ne pouvez pas injurier. Mais critiquer, ce n'est pas injurier. Donc si quelqu'un tient des propos injurieux, vous lisez et que véritablement c'est une injure, véritablement que la personne est en porte-à-faux avec les textes sur la presse même. Je reste avec vous sur le cas burkinabé. On a vu RSF qui a sorti la dernière fois son rapport. On voit que le Burkina avance encore. Je dis que la situation devient des plus intéressantes, on dira pour ça, sur la question de la liberté de la presse. Est-ce que c'est le regard aussi que vous partagez? On était quoi, 41e, non président. On a évolué, on est 36e. 36e maintenant, de 41e à 36e. Et est-ce que c'est à un moment donné où le débat se pose sur des décisions qui pour certains sont liberticides? Est-ce que vous pensez que c'est la vraie photographie de ce qu'on a aujourd'hui? Il y a un vrai travail à faire et c'est le travail à l'interne. Aujourd'hui, les textes sont là, les textes ont beaucoup évolué. J'allais dire positivement, et il y a encore des insuffisances dans ces textes-là, même quand vous prenez les textes qui ont été adoptés en 2015. Mais je trouve que ce n'est pas en tant que tel là le problème. L'autre problème, et là où nous avons à travailler, c'est ce que nous, en tant que professionnels, nous faisons à l'intérieur de la profession. Nous avons par exemple mis en place des organes qui ne travaillent pas, qui ne fonctionnent pas véritablement, il faut le dire, comme l'OBM, qui est l'Observatoire burkinabé des médias, qui est chargé justement de pouvoir vous interpeller en tant que journaliste par rapport à ce que vous faites lorsque vous vous écartez donc de la norme, de nos principes. Mais ça, au Burkina, on le constate très peu. Il y a le CC qui est là, qui d'une certaine manière peut être vu d'une certaine manière comme étant la main de l'État ou parfois même du pouvoir, qui fait que les décisions du CC peuvent être contestées. Mais si véritablement on arrive à asseoir un vrai tribunal des pairs qui peut effectivement prendre des décisions, aller jusqu'à des sanctions, parce que moi je suis pour ça, j'ai déjà eu à tenir cette opinion-là lors des assemblées, des instances qui réunissent les journalistes. Je suis pour la sanction lorsque on est à l'intérieur du corps, qu'un journaliste effectivement s'écarte de nos principes, ne respecte même pas le code de déontologie et d'éthique du journaliste, quelque chose qui est fondamental, donc ne respecte pas le code de l'information, donc je trouve que cette personne-là mérite d'être sanctionnée. Et moi aujourd'hui ce que j'appelle, c'est qu'effectivement à l'interne, ces instances et structures que nous avons mises en place là puissent travailler véritablement et fonctionner, et que s'il y a lieu de sanctionner un journaliste, qu'on puisse le sanctionner. Moi, je vais revenir à Awadi qui a
clairement dit tout à l'heure qu'il ne défendait pas ce qu'on pourrait qualifier d'outrage à autorité, à travers l'exemple que vous avez pris, ce que le journaliste sénégalais. Et vous-même, vous êtes impertinent, et vous le reconnaissez dans le dernier album. On l'a vu aussi récemment à une édition de Cora, où Smokey, en prenant son trophée, a dit: je dédie ce trophée au président Thomas Sankara, devant un président en exercice qui est Blaise Compaoré. Attention, alors, mais là, il a rendu hommage à un des pères de l'Afrique, devant un autre président. Moi, je ne vois rien d'impertinent. Pour moi, tout le monde devrait applaudir, même celui qui est en face. Beaucoup y voyaient une offense à un président. Mais est-ce que Smokey a eu un mot déplacé envers l'autorité? Non. Est-ce que Smokey a été irrévérencieux? Non. Est-ce que ses mots avaient une charge négative? Non. Il a rendu hommage, il dédie ce prix, il aurait pu dédier à Mandela. Il a décidé de le faire à un Burkinabé, au père du Burkina Faso tel que nous le connaissons. Est-ce que ça ne révèle pas tout simplement que quand ça vous concerne, il n'y a pas de restriction pour la liberté d'expression? Tu n'as pas répondu à mes questions. Est-ce qu'il y a eu une charge négative? C'est moi qui pose des questions. Non, mais c'est pour te dire, tant qu'il n'y a pas eu de charge négative, d'insolence, de vulgarité, c'est un hommage qu'il rend. Il aurait pu faire à Mandela. Il a décidé de le faire à Thomas Sankara. Je pense que moi, je ne vois pas l'impertinence dans ça. Mais dans vos albums, il y a quand même des propos de telle nature. Vous dites, par exemple, quand vous voyez un président, je ne me rappelle plus exactement, mais zappez-les, vous invitez la jeunesse à la stopper. Stopper les voleurs de la République. Ah. Oui, et je pense que vous direz exactement la même chose. Est-ce que vous allez dire applaudissez les voleurs de la République? Est-ce que c'est pas une incitation on va dire, à arrêter un voleur de la République? Mais ça, il faut que toutes les dire qu'un président est un voleur et c'est pas courtois, je pense pas. Non, j'ai pas dit qu'un président est un voleur. J'ai dit si le président oublie le président. Est-ce qu'il y a, je pense que c'est normal, c'est correct. J'ai pas dit le président est un voleur, le président t'a volé. Non, j'ai dit le président oublie le président. C'est-à-dire, on parle de réciprocité. C'est clair qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cautionner. Non, mais à la vérité, on est impertinent, oui. Mais c'est sur la valeur, sur la forme. Non, c'est même pas, comment je veux dire, c'est sur les principes. Mais c'est des parcelles de liberté qu'on doit s'octroyer si on veut faire avancer les questions. Je pense que le but de votre émission, c'est de secouer vos invités afin qu'ils puissent vous donner toute une information. Quelquefois, nous secouons des situations, les consciences, pour que justement certaines questions évoluent. Et si on ne le fait pas, qui va le faire? On va attendre que ce soit Reporters sans frontières qui viennent, ou bien Journalistes sans frontières, comment c'est RSF, non, qui viennent valider notre travail en tant que journalistes africains. Non, on n'a pas besoin qu'eux valident, qu'ils nous mettent dans que vous êtes 36e et puis on se dit, on a avancé. Non. Franchement, là on se met des chaînes qu'on ne veut pas enlever. C'est-à-dire, c'est à nous-mêmes de prouver qu'on avance sur nos questions en posant nous-mêmes les bonnes questions, trouvant nous-mêmes nos réponses, et puis on avance. Et sans avoir besoin de validation de qui que ce soit. Mais s'ils veulent valider, tant mieux pour eux, hein, mais bon. Je pense que la démarche chez nous, en tout cas, quand nous on prend notre plume pour écrire un texte, c'est se dire notre pays va peut-être mal sur ce plan et ce plan, on va poser la question. C'est à nous de poser la question. Dans notre cas, on ne va pas attendre par exemple que Bono vienne d'Angleterre pour organiser un concert pour la paix ou bien pour la liberté. Quoi? On n'en veut pas. C'est à nous de faire nos choses. Mais Awadi, c'est vrai que pour un journaliste, lorsqu'il a des propos assez libres, dans le respect d'un certain nombre quand même de règles, où il y a l'éthique, il y a le respect de l'autre, et la critique, même si elle est vive, si elle est incisive, si une vérité, elle n'est pas insultante. Dans votre cas, même quand c'est pareil, vous avez ce discours, il y a aussi le retour, comme quelquefois chez les journalistes, où il y a la pression. Et pour finir, est-ce que ce n'est pas les scènes qui se dérobent, c'est des invitations souvent qui ne viennent pas, ou limitées à jouer dans des festivals? Non. Il a décrit dans son dernier album, je crois. Ouais, en fait, c'est ce qui se passe. Le morceau Impertinent est parti de ça. Il y a beaucoup de trucs très importants, tu vois, où tu aurais pu gagner vraiment de l'argent, tu vois, officiel de l'État. Mais on va jamais t'inviter. Tu vas venir mettre du sable dans le riz. Et il va venir, il va mal parler. Donc, on me l'a tellement fait qu'à un moment, je me dis, écoute, franchement, je trouve que c'est un hommage. Ça veut dire que ce que tu dis a une certaine portée, est entendu, en tout cas est pris en compte.
Donc si je suis impertinent là, ok, ça veut dire que franchement, mon message a fait mouche. Donc j'assume, je suis impertinent. Comme dit Alpha Blondy, c'est impertinent pire. Ok, pour vous, on sait que vous avez un vécu artistique. Après, on a senti aussi, c'est vrai que la thématique évolue dans ce sens-là. Quand on dit Awadi, c'est pas un nom d'aujourd'hui. Il y a un bagage derrière. Vous assumez un peu plus, et puis vous avez peut-être beaucoup d'autres alternatives. Et il y a certains jeunes qui aujourd'hui aussi tentent ainsi, mais c'est difficile dès le début, et quelquefois c'est des carrières qui s'arrêtent. Oui, c'est un peu partout quand tu décides de dire je vais être engagé, c'est-à-dire que tu assumes. Il y a des gombos que tu n'auras pas. Il y aura des invitations que tu n'auras pas. Il y aura des émissions que tu ne feras pas. Tu assumes. Donc, et puis aujourd'hui, à l'époque où tout le monde est sur son smartphone en train de se regarder, l'ego a pris l'image, la self-image est tellement énorme que l'engagement, les gens se disent pourquoi tu vas être engagé aujourd'hui, ça sert à quoi? Il n'y a pas d'argent dans ça. Ce genre de trucs, couper, décaler et puis on va quitter là. Donc aujourd'hui, être engagé, c'est peut-être pas sexy, mais je pense que c'est nécessaire. Et si des gens arrêtent leur carrière parce que c'est dû à cause de l'engagement, c'est qu'ils n'étaient pas assez engagés. Quand on s'engage, on assume. Quand tu demandes à un public de lever le poing, ça te fait plaisir de voir qu'il y a 10 000 points comme ça avec toi. Quand tu prends une claque aussi, tu dois assumer avec le même plaisir. C'est pas facile, hein. Mais il y a une certaine fierté quand tu vois que l'engagement a produit des fruits. Quand j'ai vu que des frères ici, par leur engagement, ont pu se mettre face à des tanks, à des grenades lacrymogènes, à des militaires professionnels qui tiraient, et ils ont libéré ce pays 2 fois de suite. J'ai dit waouh, l'engagement. Et ça, il n'y a pas plus, il y a rien de plus beau dans ce but de pouvoir écrire son nom dans l'histoire, d'avoir participé à l'histoire, de n'avoir pas été seulement celui qui, l'amuseur de la galerie, mais celui qui a pris les risques. Quand les autres décriaient, ils ont pris les risques, ils ont écrit leur nom dans l'histoire. Tu vois, ça, il y a rien de tel. Et je vois ça, j'ai vu ça avec le ballet, avec Yanamar, je l'ai vu avec les Guidi Madi, des copains qui sont au Kenya, je l'ai vu avec les Sofa de la République, ici au Mali, et je le vois dans beaucoup de pays, et je peux vous dire que ça vaut le coup. C'est pas très sexy, il y a des contre-coups, il y en a beaucoup qui passent. Je lance un appel d'ailleurs, on a notre ami Valsero qui était là pour l'UPEC, il était venu même pour le Philippe, je pense. Non. Il est déjà venu à Ouagadougou, à Sine Droit-Libre. Il est en prison aujourd'hui au Cameroun pour avoir manifesté et dit après les élections ce qu'il pensait. Depuis 7 mois, il est en prison au Cameroun. Ça, c'est le contre-coup de notre engagement. Et les gens ne nous font pas de cadeaux. Donc voilà, je profite de votre tribune pour lancer un appel pour la libération de Valsero. Si on suit les organisateurs du FILEP dans leur logique pour la thématique de cette année, la finalité c'est l'unité du continent, c'est le développement. En même temps, il y en a qui estiment que cette quête de trop grande liberté peut être un frein au développement. Parce que quand on fait la comparaison avec les pays comme la Chine, moins de liberté, mais c'est un pays quand même sur le plan de développement illustre. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de repenser la liberté tant réclamée par la jeunesse africaine et la presse de façon générale? C'est une très bonne question, mais je pense que la liberté, ça ne se négocie pas. Je pense que la Chine... Est-ce que nous, les Africains, on n'a pas mal compris la liberté? Non, ça c'est une insulte à l'intelligence de chaque Africain. Posé comme ça, je pense qu'il faut reformuler, Monsieur le Président. Il faut reformuler votre phrase. Est-ce qu'on n'en abuse pas de cette trop grande liberté? Non, est-ce que ceux qui sont garants de la liberté la gèrent bien? Parce que si on met une règle du jeu, tout le monde doit respecter la règle du jeu. Il ne faut pas en plein match changer la règle du jeu. Pourquoi ici il y a eu des émeutes, des gens sont sortis? C'est parce qu'en plein match, on a changé la règle du jeu. On voulait changer la règle du jeu. Les gens se sont mis devant l'Assemblée et sont rentrés, ils ont brûlé l'Assemblée. Ils disent non, on ne change pas la règle du jeu. C'est plutôt ça le problème qu'on a.
Si les gens, vous pensez qu'au Cameroun, Valsero sera en prison s'il y avait des alternances? Non. C'est parce qu'on veut changer la règle du jeu. On ne veut pas qu'il y ait... C'est moi qui ai le ballon, il n'y a que moi qui joue. Mais non, mais fais un peu la passe. 30 ans, tu dis, je ne fais pas la passe. Le ballon est doux. C'est ça le problème. Ce n'est pas les populations. Hein. Les populations sont en avance. Souvent, ceux qui doivent garantir ces libertés, parce qu'ils font, parce qu'ils posent des actes bizarres, ne veulent pas faire de passe. Des gens qui veulent faire 3 mandats. Et donc, si tu en parles trop, on te met en prison. Aïe. Est-ce que le problème, c'est parce qu'ils font... Il y a une longévité au pouvoir, c'est pas parce que le développement tend sur un état d'avenir, parce que ailleurs aussi il y a des présidents qui ne bougent pas. À l'échelle de l'histoire, je pense que nous avançons. À l'échelle de l'histoire, en 60 ans, ce que nous faisons, je pense que l'Europe n'est pas allée... Dans 60 ans de la construction de ce qu'on appelle le Burkina Faso est une construction française. Okay. À partir de 1960, ce qu'on appelle les voltaïques et plus tard les Burkinabés en ont fait leur chose. Et ce n'est pas encore gagné. Parce qu'on n'a même pas aujourd'hui le contrôle de notre poche. Donc, mais ce qu'on arrive à mettre sur pied en 60 ans, c'est pas mal. Mais c'est pas du tout gagné. Donc moi je me mets à l'échelle de l'histoire. Et je me dis, si... toutes les libertés sont garanties, mais le peuple avance. La liberté de voter, de choisir ses élus et de dégager quand ils ne travaillent pas. Si la règle du jeu, tout le monde suit la règle du jeu, on n'a pas de problème de liberté. C'est un problème de, on met une règle du jeu, est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? On y va. Voilà, au Maroc, c'est quoi la règle du jeu? C'est bon, la règle du jeu, c'est bon, toi, tu es le roi, c'est toi qui gères, et puis après, maintenant, il y a les premiers ministres et les machins, ils gèrent. Tout le monde est d'accord sur ça. Est-ce que les Marocains sont libres? Oui. Ils ont décidé qu'ils ont la règle du jeu. Et ils suivent la règle du jeu. L'Angleterre, ils ont une reine, ils n'ont pas un président. Ils ont un premier ministre. Ils se battent à l'Assemblée nationale. Ils ont la règle du jeu. Mais nous, on met une règle du jeu et on ne veut pas respecter. Ceux qui sont garants de la règle du jeu ne respectent pas la règle du jeu. Donc forcément, il y aura des bambans, c'est normal. Et c'est comme ça qu'on écrit l'histoire. L'histoire ne s'écrit pas avec des roses. Elle s'écrit avec du sang. Quand les gens me parlent de printemps arabe pour enjoliver... Non, c'est des révolutions. Il n'y a pas de printemps. C'est des histoires, c'est des révolutions. Les révolutions, quand c'est en Tunisie, c'est Mohamed Bouazizi qui s'immole par le feu. C'est pas une histoire de printemps des jolies roses qui vont éclore. Non. D'accord. On aura certainement l'occasion de vous voir sur scène, échanger en même temps avec votre public. Il nous reste 2 minutes à passer ensemble. Boukari va rappeler peut-être le programme de la journée et surtout... La journée d'aujourd'hui, si vous permettez, donc c'est le panel 2 qui va commencer avec le thème principal, construire la paix et la sécurité en Afrique, avec 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est quel journalisme face aux défis sécuritaires. Donc je crois que c'est un sujet important qu'on devra venir écouter. Je crois que Serge Daniel doit être là, celui qui est prévu en tout cas pour animer ce panel. Le deuxième sous-thème, rôle et place des médias de proximité dans la construction d'une société de paix. Vous connaissez certainement ces radios de proximité qui font beaucoup de travail. Ça va être animé par IMS Mali, Niger, Burkina. Et le dernier sous-thème de ce panel-là, c'est placer les médias au cœur du partenariat mondial de la paix. Les autres panels, c'est consolider la liberté de la presse face aux nouvelles menaces. Ça fait référence à notre contexte au Burkina ici. Et le 4e panel qui va démarrer à partir de 14h, c'est médias et opinion publique en Afrique. Et si vous permettez, je rappelle les sous-thèmes de ce panel-là. La construction des médias à l'assainissement de la gouvernance en Afrique, qui va être animé par Mouid Saïd, il est de Media Foundation, donc au Ghana. Deuxième sous-panel, c'est existe-t-il une opinion publique en Afrique? Je me souviens d'un éditorial de Norbert Zongo, presse burkinabé cherche opinion publique. Aujourd'hui, on se demande s'il existe une opinion publique en Afrique, animé par le professeur Sertophile Balima de Burkina. Et le dernier sous-thème de ce panel, c'est construire une union africaine des médias. Journalistes de tous les pays africains, unissez-vous. Ça va être animé par Ahmed Sissé. Ce serait bien beau donc, que les journalistes déjà ont pu s'unir pour pouvoir construire cette unité africaine des peuples. Voilà pour le programme.
Et vous avez oublié le concert? Le concert, samedi 28 au Sénasa, à partir de 20h. Vous avez cité les artistes, c'est Didier Awadi, Smo Vitalo, c'est en lieu et place de Maria, c'est plutôt Nourat, parce que bon, nous on avait calculé avec l'événement heureux qui concerne l'artiste, donc on l'avait programmé et puis en temps on a dit bon, on est incertain, donc Nourat elle confirme, et puis il y aura Mami Kaji qui sera là aussi. Voilà. Il est prévu une projection de film ce soir au Sénasa à partir de 20h. C'est le film Caméléon. Ça concerne le journaliste d'investigation ghanéen que vous connaissez très bien, Anas Anas. Donc il est présent, il sera là. Ce serait bien que les journalistes que vous venez, qu'on puisse discuter de cette question d'investigation en ce qui nous concerne. Voilà. Soyez rassurés, ce n'est pas de la publicité, c'est pour que vous puissiez avoir tous les rendez-vous à votre portée et prendre activement aux différents travaux afin que puissent en tout cas sortir des propositions, des réflexions qui pourront sortir l'Afrique et nous amener vers le développement et l'unité tant recherchée. Merci à vous, Boukari Ouba. Merci également à Didier Awadi. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également au juge au siège Geoffroy Vaha. On vous retrouve donc demain vendredi pour la dernière convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre. Que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.